Yo, le 24e tome de Dreamland vient de sortir, et au vu de mon amour pour ce manga, je ne peux m'empêcher de faire une nouvelle vidéo dessus. En l'occurrence, aujourd'hui, on va résumer les 24 premiers tomes de Dreamland. Comme d'habitude, dans le résumé, je vais sauter beaucoup de détails. Aussi, il est conseillé de lire le manga afin de réellement en apprécier toute la saveur. De même, ce format est pensé pour être écouté en faisant autre chose à côté, et le montage visuel sera assez sommaire. Alors, si tu aimes ce manga et que tu veux te refaire l'histoire, si tu t'es arrêté il y a 10 ans bien avant la Celestia Fest, ou si tu n'y connais rien, prends-toi un coca bien frais, pose-toi tranquillement et laisse-moi te spoiler. Terence est un jeune Montpellierin de 17 ans, en filière STMG. Chaque soir, il revit le traumatisme de la mort de sa mère, englouti par les flammes, qui sont devenues sa phobie. Cependant, ce soir, Terence a décidé de changer. Il résiste aux flammes, surmonte sa peur et devient un voyageur. Quelqu'un capable d'arpenter le monde des rêves, en se servant de ses pouvoirs nés de sa peur, et en l'occurrence pour Terence, le feu. Il se réveille, il est en retard pour aller au lycée. En cours, il ne suit pas, il n'est pas fait pour ça, et Monsieur Mujo, son prof d'éco-gestion, lui fait payer cher. Mais si Terence va au lycée, c'est surtout pour voir Lydia, son crush depuis la 4ème. Il est tellement à fond sur elle qu'il a un petit carnet avec des dessins et des anecdotes dessus. Un peu chelou, mais passons, on ne juge pas. Aujourd'hui, Terence sent qu'il a changé, et tente sa chance avec elle, mais ne va pas jusqu'au bout et s'enfuit en courant. Désormais prostré dans son lit, il s'endort, et retourne à Dreamland. Pour sa deuxième nuit de voyageur, c'est en toute logique qu'il atterrit dans le royaume des doutes. Chacune de ses pensées s'inscrit sur une pierre. Mais il n'a pas trop le temps de gamberger, car un autre voyageur arrive pour foutre le bordel. Car il recherche la clé des songes, un artefact légendaire. Terence étant le seul voyageur du royaume, il est missionné pour l'arrêter, mais se fait blesser par les pouvoirs de porc-épic de son adversaire. C'est ici qu'intervient Sean, un Québécois de l'âge de Terence qui maîtrise la glace, et qui immobilise l'ennemi. Terence lui donne donc le coup de grâce, avec ses flammes, et tout est bien qui finit bien. Le lendemain soir, lorsque Terence arrive à Dreamland, il s'infiltre dans le rêve de Lydia, et devient un modèle de nu pour la peinture de sa love interest. Une fois réveillé, le retour à la réalité est cruel, et il se fait toujours autant chier en cours. Mais un devoir de gestion par groupe de 3 le force à faire équipe avec Lydia et sa meilleure amie Eve, qui est une peste envers Terence. Le groupe se retrouve chez Terence, mais son frère Ben a aussi amené son groupe pour bosser sur le même projet, gâchant ainsi la soirée idyllique de Terence. Au final, ils arrivent tous à finir le rapport, mais durant la nuit, Ben s'infiltre dans la chambre de Terence et vole le travail du groupe de son frère. Le lendemain, Lydia emporte alors par mégarde le carnet de stalker de Terence. Et là, c'est la merde. Afin de ne pas être découvert, Terence s'infiltre chez Lydia. Mais le chien et l'alarme retentissent, et c'est ainsi qu'il rencontre Savane pour la première fois, un gitan qui s'était également introduit chez Lydia. Terence, comprenant qu'il ne récupérera pas son carnet à temps, laisse tomber et se lamente, puis croise une jeune femme paraplégique souriante. Devant la joie d'une personne dans une situation bien pire que la sienne, Terence a honte, et décide d'utiliser ses pouvoirs de voyageur pour protéger les rêves des gens, et ainsi protéger les rêves de la jeune femme. Celle-ci rêve de licorne, et soudain, un chat cauchemar apparaît. Terence le tue et Savane arrive. Les deux font connaissance et deviennent rapidement amis. Savane ayant pour but d'affronter des gens forts. Le lendemain, Lydia rend son carnet à Terence, avec, à la fin, un mot d'amour. Mais celui-ci ne le lit pas, et repart dans le monde des rêves pour aider un SDF qui a peur du noir. Cela l'emmène au fin fond du royaume des ténèbres, au 10e temple pour être précis. Et Ziggy, le gardien, s'apprête à le tuer lorsque Toro Picana, un des voyageurs parmi les plus forts et les plus mystérieux, fait son apparition, sauvant par là même Terence. Terence retrouve Sean et Young, le vieil homme leur expliquant les rudiments de Dreamland et leur proposant de faire équipe. Les deux jeunes garçons, ignorant les rapports de force dans ce monde, pensent avoir la liberté devant eux, et refusent. Young donne alors des allumettes à Terence, afin qu'il puisse invoquer du feu. Parmi celles-ci, des allumettes noires, surpuissantes, qui auront leur intérêt. Terence retourne à l'école et refoule le bordel dans ses histoires d'amour, créant un triangle amoureux avec son ami gothique, Nitty. Il décide alors de ne plus remettre les pieds à l'école, et Savane l'emmène faire de la drague de rue, exercice dans lequel Terence montre toujours sa tendance à fuir face aux femmes. Dans Dreamland, les deux garçons font désormais équipe, Savane étant le fishmaker, toujours accompagné de son petit poisson Bibi. Aujourd'hui, ils vont attaquer Jimmy, le plus fort de l'armée des chats. Il leur met une bonne raclée sans broncher, les avertissant qu'il ne faut pas l'énerver car il ne se contrôle pas. Terence se réveille et réveille Savane. Jimmy a épargné le fishmaker, et cela l'a mis en rogne. Le soir même, les deux héros y retournent, et Jimmy est accompagné de son chef, Lord Magos, qui prend le contrôle de quiconque reçoit un coup de sa griffe. Terence le défie, et bien sûr, il se fait griffer. Cependant, il résiste de toutes ses forces au contrôle, prouvant à Jimmy qu'il n'est pas un esclave de Magos. Celui-ci s'émancipe et tue son ancien boss, offrant un combat à Savane en récompense. À la fin, il lui dit de s'élever, de devenir plus fort, sans quoi le feu de Terence dévorera tout. Sur ces paroles mystérieuses, Terence retourne à l'école. Sylvia, un autre terminal, lui fait un croche-pied et va draguer Lydia. C'en est trop. Le soir même, Terence va à une fête avec Savane et se bourre la gueule, avec un babos de la fac d'art nommé Saba, qui trompe sa meuf accessoirement. Il finit la soirée en pissant dans la piscine où se trouve Savane, et les trois ivrognes se retrouvent à Delirium City, un endroit de Dreamland où les personnes alcoolisées se retrouvent nues, et où rien n'a de sens. Là-bas, Sylvia arrive avec son crew. En effet, son père s'est suicidé sous ses yeux, et depuis, il a peur du vide. Ainsi, surmonter cette phobie lui a donné le pouvoir du vent.
Terence s'interpose un peu pour aider Saba, mais surtout pour mettre une branlée à Sylvia, et déclenche une tempête de feu digne d'Axel Blaze, qui rase tout sur son passage. Le combat se termine là-dessus, et le prof de philo de Terence arrive. Il a été missionné par Asmodeus, le seigneur du feu, pour retrouver le contrôleur du feu dissident, à savoir Terence. Pourtant, Neil pense que le contrôleur du feu est Savan. Nos héros se réveillent et la vie reprend son cours. Sean, quant à lui, arrive au royaume des glaces, et met tout le monde à mal, même Zero, le guerrier le plus fort. Ainsi, Prévis la reine couche avec lui, et en fait son nouveau soldat d'élite. Apparemment ici l'adoubement c'est sacré. Dans le monde réel, on profite d'un chapitre sur Lydia et Eve, afin de mieux les connaître. Et pour cause, dans Dreamland, un spectacle éphémère se forme, où Eve est mise à nu devant un énorme public dont Terence, Saba et Savan font partie. Celle-ci souffre de son cauchemar. Ses vêtements cachent sa réelle peur d'être mise à nu et brisent sa carapace vis-à-vis de ses insécurités sur son apparence. Terence, touché par ce spectacle, lui tend un micro pour lui venir en aide. Elle le saisit et crie de toute son âme sa fierté, et devient ainsi une voyageuse, ayant pour pouvoir d'invoquer des monstres avec ses vêtements. Dès lors, ses rapports avec Terence s'améliorent, ils deviennent amis et traînent ensemble plus souvent. Savan fait cavalier seul pour aller chercher de nouvelles invocations pour devenir plus fort. Une fois ceci fait, il retombe sur Neil et le combat, faisant jeu égal avec ce contrôleur du feu expérimenté. Terence et Saba, quant à eux, retrouvent Young et lui parlent du monde des morts. En effet, les rêveurs voient leurs morts parfois. Alors, il doit avoir un lieu consacré aux morts à Dreamland. Et en effet, le monde des morts se trouve à Dreamland. Il porte le nom d'Edenia, et serait prétendument situé dans une zone au-delà de la 6ème. Sur ces paroles, Terence se promet de trouver Edenia et prend le tram de Dreamland. Il est rejoint par Eve, Saba et Savan. Les Lucky Stars sont nés. Ils ne descendent pas assez vite du métro et le train se fait attaquer par des monstres, que nos héros battent dans leur pitrerie habituelle. Désormais, ils se retrouvent dans le monde des 2 déesses, géré par un voyageur permanent. Terence comprend qu'il s'agit du père de son ami Nitty, qui est dans le coma depuis plusieurs mois. Les héros se font capturer et Savan se fait one-shot par Jericho, un manieur du pouvoir des dragons. Ils y retournent et mettent le château à sac, cherchant à faire réagir le roi et essayant de lui ouvrir les yeux. Mais il s'énerve et les rend aveugles. Terence se jure alors de le sauver pour qu'il puisse se réveiller. La 3ème fois sera la bonne. Cependant, dès son arrivée, Terence est réveillé par la chute d'un livre et s'assomme pour retourner aider ses amis. Il est désormais affublé d'un pansement très bavard qui lui cause des soucis. Mais Eve et Saba vont se faire sacrifier, alors il va les sauver et Eve montre ses nouveaux pouvoirs. Parallèlement, Savan affronte Jericho et lui ouvre les yeux quant à son potentiel et à l'immensité de Dreamland, le poussant à devenir plus fort. Il remporte son combat et Terence achève le roi. Il se réveille dans la réalité. Le père de Nitty est sauvé et nos héros retournent à leur quotidien. Il est samedi et Terence est invité à une soirée d'une amie de Lydia. Il s'y rend, mais son frère Ben, Saba et Savan viennent squatter pour le regarder à l'œuvre. Il hésite et se saoule pour prendre confiance. Eve lui organise un tête-à-tête avec Lydia. Il finit par l'embrasser et tombe sur le balcon du dessous, arrivant ainsi face à une scène d'adultère. Une fois sorti de cette épreuve, il se met officiellement en couple avec Lydia, et tout est bien qui finit bien, dans le meilleur des mondes. On retrouve Jericho dans le royaume des glaces en train de faire un Dynasty Warrior, et il se fait stopper par Sean, puis repart. Asmodeus, le seigneur des flammes, relève Neil de sa mission, et envoie Charlie, un jeune contrôleur du feu né la même nuit que Terence. Pendant ce temps, notre héros passe son bac, et n'arrive décidément toujours pas à se concentrer et relever son niveau scolaire. À la fin des épreuves, il se retrouve avec Savan à Dreamland, et ils se font capturer dans une toile d'araignée. Et Céleste arrive, elle fait équipe avec Isaac et Maniac. Ces trois-là sont des personnages récurrents et de grosses pointures de Dreamland, Maniac étant le numéro 1 de la Major League. Toutefois, Céleste fanfaronne devant Savan, mais Arca arrive, une sorte de monstre araignée se situant dans le top 4 des voyageurs de Dreamland. Nos héros sont perdus. L'arrivée de Dolce le Corbeau sera leur salut. Lui qui est le numéro 1 de Dreamland mène un combat endiablé, qui se solde par une égalité, et montre ainsi à Savan et à Terence la distance qui les sépare du sommet. De l'autre côté de Dreamland, les choses se mettent en branle. Les seigneurs Asmodeus, Crystal et Actarus, la génération terrible, font un conseil, et lancent leur plan d'invasion du royaume obscur. Cette entrevue permet à Sean de rencontrer des alliés, des différentes nations, dont Jersey avec laquelle il noue un lien. Saoulé par la réunion, il sort, passant d'abord devant Neige, la Cité Blanche, pour ensuite arriver à Perth, une ville toxique où les pauvres subsistent tant bien que mal. Sean apprécie mieux cet environnement. Cependant, son affiliation à la reine lui cause du tort, et il se fait attaquer pour un crime qu'il n'a pas commis. En effet, lui et les autres font du sale pour les ambitions de leur reine, et Zero est en réalité son frère jumeau, et l'auteur du massacre de beaucoup de familles et de la répression de Perth. L'été arrive, mais Terence passe au rattrapage du bac. Saban et Saba lui mettent alors la pression pour qu'il fasse sa première fois avec Lydia, pendant ses révisions. Mais au final, il ne se passe rien. D'ailleurs, un premier problème arrive dans le couple de Terence. Charlie, son jumeau nocturne, est en réalité un ami d'enfance de Lydia, et éprouve des sentiments pour elle. Il a donc un rival et un triangle amoureux se forment. Au moins dans Dreamland, il progresse. Les Lucky Stars arrivent dans la zone 2, et notamment dans la ville de Casinopolis. Eve trouve des sugar daddy, Terence et Saba vont écumer les machines à sous, et Savan cambriole une banque avec George Clooney. En soi, une soirée tout à fait classique pour ces fouteurs de merde. Mais en fin de soirée, ils reçoivent une invitation pour le sommet du Paradisio Casino. Une fois arrivés en haut, ils sont marqués d'un saut, et mettent leur pouvoir en jeu au poker. Terence perd rapidement, puis Eve après lui.
Ils sont désormais prisonniers d'une cage, jusqu'à la fin des temps. Savan pense alors remporter la manche suivante, mais son carré d'as se transforme en brûlant, car les cartes sont contrôlées par leur ennemi. Saba, qui lui n'avait rien, peut continuer grâce à un carré de dames. Il est le dernier Lucky Star en lice, et tout repose sur ses épaules. Le problème est qu'il a un jeu dépareillé, et Belamonte, leur hôte, regarde même les cartes de Saba. Il est sûr de sa victoire. Toutefois, Saba remporte tout de même la manche, avec un carré. Il s'est servi du pinceau du destin pour réécrire les cartes. Belamonte refuse sa défaite, et Saba avale par mégarde la boule de pouvoir de Terence, brûlant tout sur son passage, libérant ainsi Terence et ses camarades mais ravageant le casino. Infinity Midas, le roi du royaume de l'or accompagné de Milo le chevalier d'or, arrive alors pour remettre de l'ordre. Mais en récompense, ils offrent le GoldenEye à Terence. Celui-ci les guide vers la cloche d'or, afin de pouvoir trouver Edenia. Pour ouvrir le passage, il faut faire sonner la cloche à un endroit précis. Nos amis se remettent alors en route. De retour dans la vie réelle, Terence rate son bac, et à la fête de fin d'année se met une grosse race et frappe Sylvia. Il part alors cuver dans son coin et revoit la fille en fauteuil. Cela lui provoque une nouvelle fois ce sentiment de n'être qu'un gros gamin, et il se remet de nouveau en question. Désormais de retour dans Dreamland, nos héros débarquent dans le royaume des chats, à 3 nuits de la cérémonie du chat noir. Saba vend son bras contre de la bonne grosse drogue. Pendant ce temps, Terence retrouve Charlie, et celui-ci lui fait montre de son énorme différence de niveau avec Terence, car il contrôle son feu à la perfection. Toutefois, le pouvoir de Terence semble différent. Il ne contrôle pas son feu facilement car il semble juste le contenir. Pour aider Saba à retrouver son bras, les 4 héros entrent dans le royaume des chats, et pour cela, il faut passer un des 4 temples. En l'occurrence, il passe par le temple de Lord Crazy, un tatoueur chevronné qui ne tatoue que certains voyageurs. Ce promis à de grandes choses. Savan voit alors Terence pour passer. Celui-ci se fait alors tatouer avec l'encre de vérité, et tout le monde se retrouve à la taverne, où l'on revoit Jimmy. Celui-ci a aussi fait son chemin, et retourne dans son royaume, voir son maître ainsi que son roi. Les Lucky Stars obtiennent une entrevue avec le roi pendant que Savan remet sa quête de puissance en question. Il n'a pas le même feu qui l'anime, et il a l'impression de stagner avec ses camarades. Il part donc tabasser Félix à main nue, un voyageur qui venait prendre sa revanche. Terence, Eve et Saba discutent alors, avec le roi, qui refuse de leur offrir la cloche. Mais un événement va tout changer. Lord Elvis traverse le plafond du château. Attila, le contrôleur du feu incontrôlable, et l'égal d'un seigneur cauchemar, déclare la guerre au royaume des chats. Terence et Saba promettent leur aide dans cette bataille. Et afin de sauver la vie d'Elvis, Eve pactise avec le roi. Elvis deviendra l'une de ses invocations. Et en échange, le roi leur offrira la cloche une fois la bataille terminée. Nos héros de retour dans la vie réelle planifient donc l'attaque du soir. Terence va rendre visite à Lydia, et tombe directement sur elle et Charlie sur un canapé en train de regarder de vieilles photos. Il fait une crise de jalousie et se casse. Cependant, il brûle d'amour pour Lydia. Il revient en pleurs, les deux se réconcilient et entament leur premier coït. Pendant ce temps, Savan cherche de nouvelles invocations, et tombe sur Virus, un maître poisson maudit. Celui-ci est à des années-lumière du niveau de Savan, mais le Fishmaker relève quand même son épreuve. Celle-ci consiste à résister à son poison. Savan hurle de douleur et son sang gicle de tous les pores de sa peau. Il est mort. Mais c'est sous-estimer sa détermination. Il se relève et part rejoindre les autres. Les autres en question sont Eve et Saba, lesquels sont les seuls en train de défendre le royaume des chats. Jimmy fait rempart devant le royaume, éliminant tous les voyageurs d'Attila, mais certains arrivent à passer. Saba se bat contre un créateur de casseroles et Eve affronte un manipulateur humain. Terence, quant à lui, se retrouve à Dreamland à la bourre, et au royaume Mojo. Ce royaume orienté autour du sexe est à l'opposé du royaume des chats, et Austin P essaye d'aider Terence à se téléporter à l'aide du pouvoir Mojo. Après plusieurs heures, celui-ci arrive à se finir en pensant à Eve, et se téléporte directement à sa position. C'est un peu comme le Shunkanido de Goku mais version française. Il essaye de tirer des boules de feu sur l'ennemi, mais les ducs apparaissent et Terence rejoint Jimmy. Entre temps, Savan arrive et porte assistance également à Jimmy. Étant tout de suite dépassé, Savan invoque Virus, et se transforme en un être à la fois surpuissant et stylé. Il bat son adversaire facilement, et avec l'arrivée de Terence, se concentre sur Attila. Toutefois, malgré un beau combat, les deux amis se retrouvent au sol, et Jimmy affronte Attila de toutes ses forces pour vider son énergie. Au terme de ce duel, Attila tue Jimmy. Savan et Terence pètent un câble, mais l'issue ne change pas. Heureusement pour eux, Jimmy est de retour dans une nouvelle apparence, avec une nouvelle queue. Il a tout comme les chats, 9 vies, et chacune s'accompagne d'un power-up. Attila appelle alors son dernier bras droit, Romuald, afin qu'il affronte Jimmy. Et le combat est somptueux, avec ses nuances de rouge, mais se finit aussi en match nul. Terence confronte Attila, et révèle ainsi son tatouage. Il s'agit d'une porte menant qui la regarde à l'intérieur de Terence. Il fait alors face à une créature surpuissante de Dreamland, et un enfer de flammes. Attila en fait l'expérience, et ressort indemne, terminant son combat contre Terence et Savan. Attila approche le chat noir, une divinité apparaissant toutes les 9999 nuits à Dreamland. Il souhaite ruiner la fête des chats, et escalade le géant. Une fois en haut, la pression est maximale. Mais de la peinture blanche tombe et recouvre Attila et le chat. Saba l'a rendu inifugé, et Attila ne peut plus accomplir ses funestes ambitions. Savan et Terence lui mettent alors un pain, et la bataille prend fin. Saba réussit à récupérer son bras, Terence hurle à tous les chats qui s'est dépucelé, et la cloche d'or est en leur possession, tout est bien qui finit bien. Plusieurs mois passent. Young retrouve Sean. Seulement, Sean est différent. Son regard a changé et son âme a noirci.
Lors du Conseil des Seigneurs, ils se sont fait attaquer, et tous ses amis sont morts sous ses yeux tués par un duc obscur. Il a lui-même perdu un bras, une jambe et un œil. Il n'y a plus de retour en arrière, il a tout perdu. Jung essaye de le ramener dans le bon chemin, mais rien n'y fait. Le jeune homme considère le philosophe comme un lâche, une relique qui observe, mais qui n'agit pas, et qui ne profite pas de son statut de seul voyageur ayant refusé d'aller à Edenia et étant décédé. La Celestia Fest va commencer. C'est un événement se passant toutes les 1000 nuits et permettant aux meilleurs voyageurs de s'affronter. Un énorme battle royale commence, et nous présente plein de nouveaux personnages, où l'on découvre pêle-mêle Lion Messi, le jeune prodige et son équipe les Killstars, on retrouve Sylvia et ses voyageurs noirs, on entend concrètement parler des météores, on découvre leur fonctionnement, on découvre aussi Sacha, un gros psychopathe avec une hache maudite, ou encore Ikari, qui abrite l'esprit de Raiden, plus ou moins le Attila du royaume de la foudre. Tout ce beau monde accède au World Apart et se met sur la gueule, pour enfin accéder à la Celestia Fest. C'est alors que les Lucky Stars tombent du ciel. Eve et Savan vont sauver une équipe de rookies et rejoignent ainsi Terence et Saba pour accéder à l'étage supérieur, à savoir le royaume céleste. Les esprits s'échauffent dans le World Apart, lorsque Jin, l'un des 4 cieux, apparaît pour calmer tout le monde et leur annoncer leur admission à la Celestia Fest. Et là, petit bond dans le passé. 6 songes ont été reportés dans ce tome pour nous montrer les 6 derniers mois des Lucky Stars. Et c'est une histoire très cool à suivre, mais pour le déroulement d'histoire, je vais en éluder la plupart. Ce qu'il faut retenir, c'est que Terence s'est cramé la main dans le monde réel, par conséquent, désormais dans le monde des rêves, sa main droite émet énormément de flammes, sans qu'il ne les contrôle. D'ailleurs, un royaume de Dreamland a brûlé et un membre des météores a été pulvérisé par Terence. Afin de contrer ce problème, les Lucky Stars sont allés voir la reine des tisseuses, pour avoir un bandage pyrofugé, pouvant contenir les flammes de Terence. Ils font également la connaissance de Titine, une voiture à plusieurs étages rencontrée à Delirium City, et qui sert désormais à transporter la cloche d'or du royaume des chats. Ils se rendent désormais au 7ème ciel, pour la faire sonner et ouvrir la porte d'Edenia. Seulement, Titine ne peut pas aller plus loin. Les Lucky Stars se séparent. Savan, Eve et Saba y vont en volant, et Terence transporte la cloche allégée par la peinture de Saba. Il en chie, mais un dragon voit son bon cœur et l'envoie directement au 5ème ciel, siège du royaume céleste. Bon, à partir de là, l'histoire part un peu dans tous les sens, alors je vais essayer de couper certains affrontements plus secondaires pour que ça reste compréhensible. Accrochez-vous, c'est parti. Tout juste arrivé en ville, la cloche d'or attire les convoitises, et Milo le chevalier d'or la récupère. Terence pète un câble et l'attaque, endommageant son armure. Midas le reconnaît et Terence est réveillé par Lydia. La cloche d'or est désormais sans surveillance. Il rend copie blanche au bac blanc et Eve annonce que ce soir, elle sort en boîte. Terence lui dit qu'elle ne peut pas. Il y a Dreamland. Mais Eve refuse de sacrifier sa vie réelle pour Dreamland, comme l'a fait Terence. Les Lucky Stars sont séparés ce soir. Terence retrouve Sean et Sean retrouve le chef des Tziganes. Celui-ci affronte Jin et perd. Sean veut alors l'achever pour rendre justice à son ami, mais Terence s'interpose, empêchant Sean de tuer son ennemi. Sean s'énerve, mais Terence n'en démord pas. Tout est bien qui finit bien. La pureté de Terence a touché Sean, et ils redeviennent amis. Lion Messi affronte des météores, car ceux-ci montent un complot pour détruire les seigneurs. Savan se frotte à des mecs dans un bar et les Indomptables recrutent Jericho le dragon. Eve, quant à elle, s'endort et le concert des Puma Girls, happening de la soirée, est annulé, car la chanteuse s'est faite voler sa voix. Eve enfile alors son t-shirt en mode berserker et récupère la voix et intègre ainsi les Puma Girls pour une nuit, à la place de Jersey, le plan cul de Sean. Et Saba, me direz-vous? Par peur d'être seul, il veille, mais succombe à 4h du matin et se retrouve dans un nid avec 3 bébés phénix, qui le prennent pour leur maman. Il y a également la cloche d'or, que Saba récupère. Et il tombe sur Historia, une clé des songes dans laquelle on peut y laisser un message pour l'éternité, et fait ainsi connaissance avec Diego Monkey, un héros de Dreamland aujourd'hui disparu. Vous suivez toujours? Tant mieux, parce que ça va se compliquer, référez-vous au glossaire dans la description si besoin, et on reprend. Milo se fait attaquer par des voyageurs killers. Il se prend une branlée et on lui vole son armure d'or. Pendant ce temps, les Lucky Stars se retrouvent sur le lieu du concert, et le ton monte. Sur les nerfs, Maniac défie un mec au pif dans la mêlée, et le one-shot. Savan réalise une fois de plus l'écart entre lui et le sommet. Le concert se déroule bien. Kael, l'empereur des cieux, rend visite à Dolce et Fergie, et annonce à Dolce qu'un second maître du feu, après Attila, pourra résoudre sa malédiction. Ainsi, pendant le concert, Kael donne des visions du passé et du futur à tous les voyageurs. On a ainsi une page entière de foreshadowing. Les fans de One Piece, lisez Dreamland, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur certains mystères non résolus de Dreamland, allez la voir, elle est cool. Pendant la fête, Icarus, un des 4 cieux, va mettre une branlée à Sacha, et lui vole Angelita sa hache. Sacha est sauvé par son frère Sylvia, et il s'enfuit. Tout le monde se réveille, et Pi, une collègue de Terence, vient les voir, alors qu'il est avec Lydia et ses potes en terrasse. Eve le prend à part, et lui explique que cette meuf est louche, et que Terence n'a pas respecté Lydia. Une fois de retour à table, Saba est ivre-mort et Lydia invite Terence chez elle. Celui-ci, plus préoccupé par Dreamland, décline l'invitation, renforçant le sentiment de sa copine. Eve le traite de bouffon, et Savan lui fait remarquer que Lydia est jalouse d'Eve, de par sa proximité avec Terence. Sur ces bonnes paroles, la dernière nuit de la Celestia Fest commence. La cloche est récupérée, mais nos héros se font attaquer d'emblée, par l'ex de Savan, et ils sont ainsi mis en déroute. Terence libère ses flammes, et tout le monde est pris dans la locomotive du temps. Le tome 15 se concentre sur la guerre d'Asmodeus contre le royaume obscur.
En effet, le Seigneur Cauchemar profite de la Celestia Fest pour mener son dessein à bien. Il attaque avec toutes ses forces et les pertes pleuvent. Soudain, Tauropicana vient foutre la merde et Asmodeus le tue. Charlie lui aussi participe à la guerre, et est dans la sauce. Il croise Epony en mauvaise posture et le tue, absorbant ainsi ses flammes et se renforçant. Tel est son pouvoir. Il se rapproche alors de Neil dans une sorte de trip bipolaire et le tue, prend sa force et se déchaîne sur le champ de bataille. Il y a beaucoup de morts, mais Asmodeus atteint son but. Au fin fond du royaume obscur dort une fleur. La fleur du feu. Il la consomme et celle-ci le transforme en un dieu du feu, égalant les créatures les plus fortes de Dreamland et transcendant sa nature de simple seigneur. Retour sur nos héros. Dans la locomotive du passé, Terence revit la mort de sa mère. Le traumatisme de son corps sans vie le hante. Il prend ainsi son apparence d'enfant. Eve et Savane se retrouvent quant à eux dans la locomotive du futur. Savane se voit vieux à 73 ans. Toujours pas en haut de la Ligue M, il a quitté les Lucky Stars avant qu'il n'atteigne Edenia, et ne rentre donc pas dans la légende. Il a affronté Terence à l'époque où il était top 3 à Dreamland avec un œil crevé et a perdu, restant pour toujours un spectateur, seul, empli de regrets. Eve, elle, se voit à 40 piges. Elle est une meuf refaite de la tête aux pieds qui enchaîne les mecs. Tout le monde sort et les trois héros ont désormais des apparences correspondant au moment de leur vie où ça bloque. Et Saba, lui, a vécu plusieurs mois de prison avec Diego Monkey, 10 ans dans le passé mais n'a pas changé d'apparence. Quant à leurs ennemis, ils reviennent traumatisés de la Grande Guerre, et sauvés dans le futur par Savane apparemment. La plupart des seigneurs de Dreamland attendent Kael au palais. Lorsqu'ils se montrent, ils regardent leur futur et il est formel. Une énorme catastrophe arrive, mais tout va bien se passer, même si la plupart d'entre eux mourront. La panique gagne le château. Pendant ce temps, les météores mettent leur plan à exécution. Ils se servent du Seigneur de la Peste pour fabriquer un virus, qui va transformer en berserker les créatures de Dreamland. Ainsi, ils catapultent dans les cieux plusieurs créatures infectées. La première à en faire les frais est Alizé, des 4 cieux, qui devient alors une ennemie. Des combats contre les météores éclatent aux 4 coins des cieux. Savane croise la princesse Yu, du royaume du son. Sa beauté l'envoûte, et il se fait son chevalier. Des météores attaquent et malgré ses 73 ans, Savane fait bonne figure. Fort heureusement, il est sauvé par Saturne, le maître de Jimmy. Savane aide Saturne à ne pas se faire infecter, mais la princesse est touchée. Et Savane la sauve grâce à un poisson anti-venin. Le reste des Lucky Stars tombe sur Sean, qui est aux prises avec 3 adversaires. Terence court l'aider, mais son corps d'enfant est maladroit. Et il en assomme un avec un morceau de glace et achève le second avec sa main de feu. Lorsque Terence s'approche de son ami, celui-ci lui dit qu'il a des responsabilités, et qu'il doit aider sa reine. Pas tout le monde est comme Terence, à pouvoir faire ce qu'il veut et ne pas prendre parti. La cloche d'or traverse les cieux, grâce à un phénix en direction du palais. Mais une entité millénaire fait son apparition. Un géant appelé Typhon, le tueur de dieux. Terence est sous le choc après les mots de Sean, mais Savane revient, et Typhon se dirige vers le palais, destination des Lucky Stars. Ils partent donc dans la même direction. Au palais justement, les esprits s'échauffent. Certains seigneurs ayant l'impression d'être manipulés par Kael, le roi des cieux, se rebellent, mais Typhon arrive et commence à foutre le bordel. Heureusement, il est stoppé par Infinity Midas. Un énorme combat s'engage et Infinity est en difficulté, et se recouvre d'une armure d'or, pour faire face aux cris du titan. Malheureusement, il finit à terre, inconscient, et le monstre reprend sa route. Lion, Shaka et leur groupe se font prendre d'assaut par les météores, et décident de faire équipe pour mettre fin à leur plan. Les Lucky Stars arrivent vers le corps de Midas en même temps qu'une équipe de voyageurs killers, menée par Gaïa. Les Lucky Stars ne font pas le poids, et les voyageurs souhaitent tuer Midas afin d'avoir gloire et richesse. Incapables de les arrêter, nos amis sont forcés de fuir, la haine au ventre, et Midas pousse son dernier soupir, achevé par sa propre corne lui transperçant le torse. Il y a longtemps, Dreamland vit le jour, et avec cela diverses créatures, comme Kael le Seigneur Céleste ainsi que son frère, le monarque du royaume obscur. À cette époque naquit Purity, un oiseau blanc répandant la gentillesse et la pureté partout où il passait. Mais plus le temps passa, plus l'équilibre entre le bien et le mal a été bouleversé, avec notamment la croisade d'Asmodeus. Et Purity devient un être entièrement maléfique répondant désormais au nom du corbeau. Le fardeau de Dolce, le numéro 1, est de contenir cette créature en lui, et c'est ainsi qu'il fait face à un général des météores ayant plusieurs pouvoirs dont un pouvoir obscur. Dans une ultime attaque, Dolce absorbe un Genki Dama noir et relâche le corbeau par mégarde. La créature est libre. Dans son élan, celle-ci mitraille Saba d'ondes négatives. Cela ne lui fait rien, car le pinceau a absorbé l'intégralité de l'énergie maléfique, et a changé de nature. Jericho est obligé de tuer le dragon qui lui a offert son pouvoir et la bataille bat son plein. Terence voit les Puma Girls se faire attaquer et décide d'aller les aider. Elvis interdit Terence d'y aller. Celui-ci doit choisir entre poursuivre sa quête ou s'impliquer dans le conflit. Terence saute et Eve le rejoint pour l'aider. Et il sauve les musiciennes. Suite à quoi, ils obtiennent un pass pour le palais et s'y téléportent, arrivant ainsi avant Savane. Celui-ci est en chemin et croise Saturne. Il lui avoue avoir vu Midas mourir sous ses yeux. Et un combat de rage s'engage. Rapidement stoppé par Saba qui leur rappelle que ce n'est pas le moment. Direction le palais avec la cloche. Typhon est lui aussi au palais et attaque les seigneurs. Apollo, le héros solaire, commence à affronter, mais Typhon donne naissance à une nouvelle forme de lui-même, le Kill God. Et alors que tous les seigneurs essayent de l'affronter, il s'approprie leur pouvoir, forçant Apollo à sortir son bras empli de magma. Celui qu'il n'arrive pas à contrôler et qui a la puissance suffisante pour raser nombre de royaumes.
Kael se mêle lui aussi à l'affrontement. C'est à ce moment précis que les Lucky Stars atteignent leur but. La cloche se met à sonner et l'entrée d'Edenia apparaît. Mais malheureusement, la cloche est détruite, et l'entrée menace de se refermer. Terence veut à nouveau aider tout le monde et Elvis lui réexplique. Il faut qu'il arrête d'être un gamin. La porte se referme. Il doit choisir entre son rêve ou aider les gens. Se rendant compte de l'égoïsme de sa quête, Terence la met de côté pour une nuit. Il reprend son apparence originelle et se tourne vers Typhon. Savane accepte enfin Terence comme un partenaire capable et non plus comme quelqu'un à protéger. Et Eve accepte son amour pour Terence. Et avec Saba, tout ce beau monde se rue dans la bouche du monstre. Lion leur ouvre la voie et les Lucky Stars pénètrent à l'intérieur du Typhon. Ils atterrissent dans l'estomac et après que Terence a explosé un mur de chamallow, la dernière forme de Typhon, God Serena fait son apparition. D'un seul coup, elle déconnecte Terence, qui vole loin et ne se relève plus. Savane invoque alors Meru et Virus, et se transforme pour rivaliser en termes de vitesse et de puissance. Il arrive à porter quelques coups, mais le poison est sans effet. Il se fait alors dominer, et Saba le colle au sol avec son ennemi. Terence se relève et attaque God Serena. Cependant, son feu fait fondre la colle, et le monstre est libre. Eve passe alors en mode berserker et Savane se dépêche de se libérer, car le corps d'Eve ne supporte pas la déflagration de puissance et se fait détruire seconde après seconde. L'intérieur du monstre est totalement détruit avec les assauts d'Eve, et tout ce beau monde chute de 100 000 mètres. Il ne reste plus que Savane et Terence qui se relèvent, pour faire face à la menace. Savane appelle Galéon, qui en échange de ses 2 bras, lui offre des canons en guise d'avant-bras. L'ennemi encaisse et ne faiblit pas. Avec le level up d'Asmodeus, Terence jouit d'un power-up, qu'il ne contrôle pas. Son feu s'embrase et son corps devient un amas de flammes intouchables. Il porte plusieurs coups, supplantant God Serena mais ce fut de courte durée. Une nouvelle fois envoyé dans le décor, Terence trouve un morceau d'or, un vestige de la volonté de Midas. Une fois retiré, il se transforme en glaive. Terence se tient à présent devant God Serena, et celle-ci copiant également les pouvoirs lui déclenche un coup de Galéon en plein visage, ce qui décapsule la tête de Terence. Pourtant, son bras bouge, et le glaive décapite God Serena. Inconsciemment, il était redevenu intangible. La bataille est finie, et avec elle, la Celestia Fest. Quant au Kill God, le roi Yurik se sacrifie pour l'empaler sur la corne tueuse de Seigneur de Midas. Et la paix revient dans un Dreamland plus qu'en proie à des perturbations et des déséquilibres avec les conséquences de ce massacre. Retour dans le présent. Nous entamons désormais la seconde partie de Dreamland, symbolisée par la seconde étoile du logo. Eve passe son permis et Terence continue sa vie de lycéen. Dans le but de réviser le bac, il va chez Pi, une fille de sa classe de laquelle Lydia est jalouse. En réaction, celle-ci part en boîte se mettre une énorme mine, et grâce à l'intervention d'Eve et de Savane, cela n'ira pas plus loin. Pendant ce temps, dans Dreamland, Attila est devenu le nouveau numéro 1. Il continue de se constituer une armée lorsque les tueurs de rois menés par Gaïa viennent lui mettre au défi. Une fois cela fait, Arca vient défier Attila, et un énorme combat s'engage. Les deux se rendent coup pour coup, à pleine puissance, de quoi faire trembler Dreamland. Ils s'arrêtent sur un match nul et chacun reprend son chemin. Apollo, de son côté, essaye de gérer les répercussions avec ses soldats. Il envoie Dolce s'occuper du corbeau, les indomptables gérer le problème du dragon obscur et se prépare à aller rendre une petite visite à Asmodeus. Il envoie également le numéro 10 de Dreamland, Joe, à la recherche de la dépouille de Typhon. Celui-ci en extrait une nouvelle clé des songes, permettant de se téléporter où l'on veut dans Dreamland. Les Lucky Stars, eux, sont au point mort depuis la destruction de la cloche d'or. Savane laisse alors le groupe rassembler de nouvelles informations sur d'autres cloches, le temps d'aller faire un peu de level up. Il se retrouve dans le palais du poisson maudit sous le signe du Sagittaire. C'est la seconde fois qu'il s'y rend. L'épreuve consiste à résister à une flèche de killer. La dernière fois, Savane a échoué. Et cette fois-ci, le maître maudit refuse de laisser Savane retenter sa chance, car il ne met pas vraiment sa vie en jeu. Effectivement, Bibi qui suit Savane dans toutes ses aventures, est en réalité le maître poisson maudit du bélier, permettant à son Fishmaker de ne pas mourir en sa présence. Comprenant que tous ses combats jusqu'à maintenant et toutes ses prouesses ont été réalisés grâce à ce pouvoir cheaté, Savane demande à Bibi de l'attendre dehors. Il va passer l'épreuve sans cet avantage. Il se place à une courte distance. La flèche est décochée et Savane se met en garde. La flèche traverse son genou et ses 2 avant-bras. Réduisant sa vitesse, elle n'atteint ainsi pas un point vital. Savane réussit alors l'épreuve et dispose désormais d'une arme capable de tuer un seigneur. Mais il ne possède qu'un seul tir par nuit. On découvre également son passé. Malgré sa phobie des poissons, à 11 ans, il a sauvé Bibi et devient voyageur. Il acquiert un pouvoir ainsi de sirène. Mais après plus d'1 an passé à arpenter ce monde aux côtés de Bibi, ils sont attaqués par un requin, et Savane se sacrifie pour sa meilleure amie. Savane redevient donc un rêveur, toujours phobique des poissons. Il sauve pourtant une nouvelle fois Bibi de l'attaque d'un requin, et se retrouve mourant dans son rêve. Bibi l'amène donc au roi poisson, qui fait de Savane le nouveau Fishmaker du royaume. Parallèlement à son entrevue avec Killer, Saba retourne au royaume des fétisseuses, pour récupérer l'équipement qu'elle devait leur tricoter. Cependant, la mafia qui contrôle ce territoire est présente, et le pinceau de Saba déclare un conflit. Sacha arrive avec Angelita et au contact du pinceau, les résidus du corbeau la rendent incontrôlable, et la mafia se fait détruire. Saba récupère ainsi leur stuff et un costume au pouvoir obscur en bonus. Désormais, les Lucky Stars ont pour objectif d'aller chercher la cloche d'or au pays du feu. Retour dans la vie réelle. Terence et Eve vivent leur petite vie tranquille, mais on remarque qu'ils passent plus de temps ensemble qu'avec leur relation amoureuse. Et on comprend que Terence éprouve aussi une attirance envers Eve. Afin de se rendre au pays du feu, nos héros retournent voir Carl Jung, et lui demandent sa carte de Dreamland.
juste après que Terrance ait fait un petit sparring avec des adversaires étant venus déposséder Young de sa clé des songes. Young leur montre sa carte, s'abat la copie et direction les limites de Dreamland au volant de Titine. Plus ils approchent, plus la chaleur est infernale. Et Eve, Savan et Saba ne peuvent plus continuer. Terrance se rend donc seul au pays du feu, pour essayer de sauver ses compagnons. Kael et Apollo se rendent eux aussi au château d'Asmodeus pour lui demander de cesser sa croisade. Celui-ci éclate de rire et déclenche un conflit. Kael essaye dans un premier temps de calmer le jeu, mais très vite il doit libérer sa puissance. Apollo fait de même avec son magma. La ville est rasée, mais Asmodeus se relève, en revêtant sa nouvelle apparence du dieu du feu. Il est désormais surpuissant, et écrase ses deux adversaires. Lorsqu'il se retourne, il constate les dégâts, ce qui l'atteint. Un petit garçon lui rappelant son passé vient lui faire payer ses crimes, et Asmodeus le tue en s'excusant. Terrance arrive peu après, et avec son feu, réanime l'enfant. Flora, une ponte de l'armée, se range alors à ses côtés, car elle ne peut plus suivre la destruction d'Asmodeus. Terrance obtient ainsi des pilules du pays de la glace, permettant à ses amis de le rejoindre. À peine arrivé, il tombe sur Charlie. Depuis son power-up, celui-ci rêve d'écraser Terrance, et il engage le combat. Terrance, qui cherche toujours une voie pacifique, se fait alors dominer, et Eve lui fait croire alors que Charlie a embrassé Lydia à une soirée dans le monde réel. Terrance pète un câble, et une énorme boule de feu se forme où Charlie et Terrance se rendent coup pour coup. Terrance est éjecté et se mange toute la puissance de feu accumulée, mais il l'absorbe, et on voit donc Charlie à terre, avec une attaque. Et se prépare à l'achever avant que ses camarades ne viennent l'arrêter. Ils se rendent ainsi au château. Seul Terrance est autorisé à aller voir Asmodeus. Celui-ci lui avoue qu'il a fondu la cloche d'or et qu'il n'aime pas son insolence. Au moment d'engager le combat, la flamme des rois s'excite, prouvant que Terrance est lié à un seigneur du feu. Asmodeus découvre alors à travers le tatouage de Terrance l'ancien seigneur du feu Firebrand. Terrance prend alors la fuite et Savan part affronter Asmodeus. Ne pouvant laisser des camarades derrière, Terrance part affronter Vulcain pour sauver Flora. Du côté de Savan, il essaye de gagner du temps grâce à son invincibilité, et malgré qu'Asmodeus le dérouille, il lui place une droite et décoche une flèche de killer. Asmodeus l'arrête juste avant son cœur, mais Raiden surgit de nulle part et lance un voltage maximum, ce qui met Asmodeus KO. Savan fuit et rejoint ses compagnons à l'extérieur. Vulcain trouve son maître sans signe de vie. Cependant, Asmodeus était juste sous le choc, et il se précipite dehors pour arrêter les Lucky Stars. Savan se fait dominer, Terrance aussi, et même Elvis enduit de peinture inifugée se joint à la bataille. Asmodeus les met tous à terre, attrape Bibi et la tue avec Killer. Savan explose de rage et se fait mettre KO. Terrance fonce sur Asmodeus et lui décoche une droite, avant de se manger une boule de feu qu'il absorbe. Il continue à spam le cramage de gueule pour contrer Asmodeus, mais cela est vain, car un combat d'élémentaire se joue à la puissance de l'élément, et étant donné que Terrance affronte son seigneur, il est inoffensif. Asmodeus tente d'en finir, mais le phénix de Terrance s'interpose et Attila fait son apparition. C'est ici que le tome 24 se termine. Il faudra attendre la prochaine masterclass de l'auteur pour connaître la suite de cet affrontement et de cette odyssée légendaire. Après cela, suivra certainement la grande guerre contre le royaume obscur auquel les Lucky Stars vont participer et s'illustrer comme les héros de Dreamland. J'espère vous avoir fait vivre cette histoire géniale qu'est Dreamland, que les fans parmi vous ont pu s'y replonger et que les néophytes ont envie d'acheter les tomes et attendre l'animé prévu pour octobre. Parce que Dreamland est d'ores et déjà un pilier du genre en France, et s'étend par-delà nos frontières. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en ajoutant quelle vidéo vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Et si vous me connaissez pas, moi c'est Laxis et ici on parle surtout de manga, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine.